M'entendez? Oui, alors bonsoir. On n'est pas encore le soir, mais bon après-midi, presque le soir. 3h45. Vous entendez ma voix un peu éraillée, voix de troisième jour de Salon du Livre. Mais c'est aussi une voix heureuse parce que je trouve que ça va plutôt bien en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, super, merci. Ça nous encourage. On attend une belle fin de semaine remplie au salon de lecteurs, de lectrices. Et c'est un événement annuel essentiel à la vitalité culturelle montréalaise, québécoise et canadienne, j'oserais dire, mais même pour l'Amérique du Nord, je pense que notre événement, le Salon du Livre de Montréal, a une importance capitale, en fait, parce que c'est la plus grande manifestation littéraire francophone des Amériques. On a cette chance d'être à Montréal, la métropole francophone du Canada, et je pense qu'on a un rôle fort à jouer dans notre position de leader pour la promotion du livre et de la lecture. C'est notre mission, j'aime bien le rappeler. C'est une mission qui nous porte. Et on a, par notre position de leader, donc, décidé cette année d'inviter d'autres grands leaders de la promotion du livre et de la lecture, mais dans d'autres pays. Donc, on a, grâce à une subvention du ministère de la Culture, mais également du consulat de France à Montréal, également le consulat général de Suisse. Donc, on a la chance d'accueillir avec nous ces 4 personnes que je vais vous présenter bientôt, qui nous viennent d'Europe essentiellement, dans une optique de maillage, de collaboration et de développement d'initiatives qui seront appelées à être porteuses pour la langue française, mais pour la circulation des idées et des livres. Donc, je me suis pas présenté, je crois que vous me connaissez, mais je suis Olivier Goujon, donc le directeur du Salon du Livre de Montréal, et je vais animer cette discussion. Et j'ai avec moi notre comment on va dire, notre Benjamin, Charles Olivier, qui est directeur responsable de la programmation de la Foire du Livre de Bruxelles. Alors, je leur ai demandé de se présenter eux-mêmes, car ils le feront mieux que moi, mais je leur ai demandé, en se présentant, de dire comment ils en sont rapidement, comment ils en sont arrivés à ce poste, pour qu'on les connaisse un peu avant de connaître leurs événements. Donc, Charles Olivier. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là. Donc Charles-Olivier Tchongan, je suis en charge de la programmation littéraire à la Foire du Livre de Bruxelles. Tout nouveau, donc ça fait 3 mois que je suis arrivé, mais une longue expérience en librairie, dont j'ai travaillé une dizaine d'années dans la plus grande librairie belge, la librairie Filigrane, et je me suis successivement occupé du e-commerce quand il y a eu la crise Covid, dont j'ai développé le service. Ensuite, le marketing de la librairie, puis les événements littéraires. Donc, il y a une certaine continuité avec le milieu et donc l'opportunité, grâce aux contacts et à des initiatives comme celle-là encore où on est ici à Montréal, et je suis ravi, pu rencontrer les dirigeants de la Foire du Livre de Bruxelles et le match s'est fait assez naturellement. Voilà. Merci, Charles-Olivier. Je suis allé 2 fois à la Foire du Livre de Bruxelles. Il y a une belle proximité avec notre événement dans sa taille, dans sa façon aussi, dans son modèle. Donc, on pourra en reparler. Et également avec Genève. Donc, nous avons avec nous Natacha Bayard, donc directrice du Salon du Livre de Genève. Natacha. Bonjour à tous, merci Olivier. Donc moi j'ai un parcours un peu différent de celui de Charles-Olivier. Je viens du milieu, on va dire, j'ai plutôt une expérience en marketing, en événementiel et en promotion dans différentes industries, que ce soit les nouvelles technologies, les médias, et puis dans la promotion des villes. J'ai travaillé quelques années aussi à la promotion de la ville de Genève. Et finalement, je suis arrivée à la direction du Salon du Livre fin 2019. Et donc c'est plutôt un rôle, enfin je me vois en tout cas, de par mon parcours, plutôt comme un ou une chef d'orchestre qui coordonne des acteurs, des différents partenaires autour du livre et pour la promotion du livre. Voilà.
Merci beaucoup, Natacha. Je crois que je vais aller au Salon du Livre de Genève en mars prochain. On espère. Je te l'annonce sur scène. Je vais Génial. OK. Et pas à Bruxelles? Merci. Ah, écoute, choisir, c'est renoncer, Charles-Olivier. Donc, maintenant, notre troisième intervenant, Pierre-Yves Béranguer, directeur général du Festival du Livre de Paris, mais plus que ça, en fait, de Paris Livre Événement, dont tu pourras peut-être nous parler un peu plus en détail, Pierre-Yves. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai travaillé dans plusieurs filières artistiques depuis une trentaine d'années, dans le domaine qu'on appelle l'ingénierie culturelle, toujours en lien avec les politiques publiques de la culture et l'intérêt général. Et j'accompagne donc les acteurs de différentes filières. Il se trouve qu'il y a un an, le syndicat national de l'édition a fait appel à mes compétences pour reprendre la direction générale du Festival du Livre sur un projet qui est un projet de développement pour en faire une vraie fête du livre, tout en confirmant bien sûr son aspect salon. Mais créer des festivités en lien avec le livre et les différentes disciplines artistiques, puisque j'ai pu, par le passé, accompagner aussi bien les filières du spectacle vivant, de la musique, de l'art contemporain, de l'art dans la ville, jusqu'à l'Olympiade culturelle pendant les Jeux Olympiques. Voilà, et donc ma mission et mon mandat, c'est de représenter la filière et de chercher à innover pour réenchanter un peu le festival qui a lieu donc en avril au Grand Palais, et les prochaines dates sont le 17, 18 et 19 avril 2026. Merci Pierre-Yves. Et pour terminer ce petit tour de table, nous avons avec nous la directrice d'un événement un peu différent qui s'appelle le Livre sur la place dans la jolie ville de l'Est de la France, Nancy. Donc Sarah Polaki. Alors oui, moi je suis, en fait, on dit que je suis commissaire général du Livre sur la place, qui a la particularité d'être un des 2 ou 3 événements littéraires les plus importants de France. Parce que, on vous le dira peut-être tout à l'heure, mais il a cette particularité d'être important tout en étant dans une petite ville, une ville moyenne de 100 000 habitants, et pas une capitale. Donc ça, c'est aussi une des originalités et peut-être une des forces aussi. Je dirige ce salon depuis 4 ans maintenant, après avoir passé 25 ans à Radio France, qui est le service public en France. J'ai travaillé en local en tant que matinalière, reporter, etc. Et un jour, la municipalité, puisque le festival de Nancy appartient à la ville de Nancy, là aussi, ça en fait sa particularité, m'a appelé pour diriger le salon. Et voilà. Et c'est un salon très donc national, mais aussi ancré dans son territoire. Ça, c'est important. Et c'est un salon de la rentrée littéraire, le premier de la rentrée en septembre. C'est dire l'envie et le désir que les auteurs et autrices ont envie d'être présents. Parce que c'est un enjeu pour eux, et voilà. Et moi, ce que j'apporte au salon, c'est certainement l'expérience que j'ai de la radio. J'ai été passeur et je pense que je le conçois de la même manière. Et je connais très bien aussi le territoire. Ça en fait aussi une force pour développer ce salon sur toute la ville et non pas simplement dans un lieu, un centre-ville. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure sur l'envie de toucher des publics éloignés. Nous, on les appelle aussi empêchés, etc. Enfin, on a tous les 4 la même vertu, hein, de déplacer le livre et de le mettre partout. Et ça, c'est une des grosses missions de mon festival. Voilà. Merci Sarah, c'est vraiment intéressant parce que quand je t'écoute présenter ton événement, tu parles de salon. En fait, parmi les événements, je trouve que c'est peut-être, même si j'y suis jamais allé, celui qui ressemble le plus à un festival. Le Festival du Livre de Paris est en transformation, mais se dit un festival, mais c'est encore un peu un salon quand même. On peut en parler, hein, Pierre-Yves. Natacha, ton événement est un salon du livre assez classique. Et puis à Bruxelles, on appelle ça la foire du livre. Puis à Montréal, c'est le salon du livre de Montréal. Donc, ce sont des terminologies différentes,
Pourtant, on a tous un peu la même mission de promouvoir le livre, de promouvoir les créateurs, les créatrices, d'être un événement qui rassemble autour de l'objet livre, objet principalement, maintenant aussi parfois avec d'autres formes d'accès au récit, comme le livre audio notamment, mais surtout le livre physique. Comment on peut définir justement qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui nous rassemble. Donc, maintenant, en allant un petit peu plus en détail dans la définition de vos événements, j'aimerais qu'on aborde cette question. Donc, tu peux peut-être continuer, Sarah, puis on va revenir ensuite. Salon, festival, foire? Festival. Alors, on l'appelle salon. On l'a toujours appelé salon. Or, ça n'est pas du tout un salon, puisque, enfin, si je voulais définir salon, vous me dites si je me trompe, mais un salon, c'est plutôt une espèce de halle, plutôt comme ici, hein, où finalement il y a des stands et on présente des livres et des fonds. Ça vous va comme résumé un peu rapide? Nous, on n'est pas du tout sur cette logique-là. Alors, on a déjà un chapiteau qui vient s'installer sur la ville, un peu comme le cirque qui vient. Donc, on n'est pas à l'intérieur d'un lieu comme celui-ci. Et puis, on ne loue pas de stand. Le Livre sur la place, c'est un festival de libraires. Et donc, ce sont les libraires de la ville qui vont vendre les livres des auteurs qui sont invités. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de stand vendu, etc. Et festival parce que c'est un lieu, c'est un moment pendant 3 jours festif qui se veut un lieu de rencontre, un lieu où les gens viennent se retrouver, voir des rencontres. On a presque 200 rencontres entre tables rondes, lectures, etc., qui sont programmées dans 50 lieux de la ville. Donc, c'est quelque chose de vivant. C'est peut-être comme ça que je pourrais aussi le définir. Et puis, c'est un festival parce qu'on crée des passerelles, des liens avec les différents acteurs culturels de la ville. On a la chance d'avoir un très beau ballet, un centre chorégraphique national avec lequel on fait des choses, un opéra avec lequel on fait des choses, un conservatoire, le cinéma, le musée. On décline des rencontres, des propositions qui sont transversales, qui sont des rencontres entre différents univers. Et puis on crée aussi des passerelles entre les acteurs sociaux, les associations de réinsertion sociale, les prisons, les hôpitaux, et on emmène les auteurs dans ces lieux et on fait venir les gens chez nous. Donc c'est une dynamique finalement, un festival, c'est comme ça que c'est une vie, c'est une dynamique. La ville, quand vous venez à Nancy le week-end du festival, vous ne pouvez pas le rater. Donc la ville change complètement, enfin je crois, hein, on a vraiment le sentiment d'une vie. Combien d'habitants à Nancy? Il y a 100 000 habitants et le festival accueille 130 000 et 135 000 cette année visiteurs. Donc vous imaginez, sur 3 jours. Voilà. Wow. Ça te va comme... Il reste des hôtels? Alors, mais c'est important, enfin, pour l'économie, peut-être qu'on en parle après de l'économie, mais je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais tous les hôtels font le plein. Il y a beaucoup d'hôtels à Nancy, puisqu'on est aussi une ville très dynamique, très culturelle, très dynamique. On est une ville, on est une région frontalière avec 4 pays qui sont frontaliers, donc c'est important, hein, sur la fréquentation de la ville. Les restaurants font le plein, les hôtels, les bars. Il y a une vraie économie qui explose. Et c'est important de vous dire aussi que sans le salon, il y aurait au moins 2 libraires de la ville qui ne pourraient pas vivre. Donc ça montre l'importance de nos festivals dans nos petites villes ou grosses villes. Je pense que c'est pareil pour nous tous. Oui, en tout cas, d'où le fait d'être ancré dans le territoire, comme tu disais tout à l'heure. Vraiment intéressant. Pierre-Yves, festival, foire, salon? Alors, j'ai plutôt conçu ou piloté des événements festifs. C'est pour ça que je suis assez attaché à cette terminologie de festivalier, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport quand on va vivre une expérience artistique, émotionnelle, en tant que visiteur, et passionné du livre, de la lecture et de l'écriture. Et quand on va dans un salon qui, pour moi, est plus une terminologie mercantile, voire B2B. Et donc, je ne souhaite pas exclure ou opposer les deux notions, mais je souhaite que la partie salon soit une brique d'un tout et non pas le tout.
Et c'est juste cette petite nuance-là qui me tient à cœur, personnellement. J'y travaille avec 5 programmateurs qui, eux, sont des experts dans le domaine du livre. Et on essaie d'inventer ensemble une expérience pour les publics. Et on y travaille donc toute l'année avec des partenaires privés, publics. Et donc voilà, on est sur 3 jours également. On a fait 114 000 visiteurs en 2025. Notre particularité, on en est très fiers et en même temps, elle nous oblige, c'est qu'on a 43% de moins de 25 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, c'est vrai que quand on réfléchit à l'expérience qu'on veut offrir à l'avenir, ces jeunes sont l'avenir du livre, sont l'avenir du développement de la création littéraire dans toutes ses composantes et ses esthétiques. Et voilà, j'ai à cœur d'y participer et de trouver les moyens de développer, mais on y viendra après. Ces moyens passeront sans doute par, au-delà de créer des passerelles artistiques, voire sensorielles ou émotionnelles entre le livre et d'autres disciplines, c'est aussi sans doute travailler davantage avec les différentes manifestations qui existent. Et rapidement, donc sur 3 jours, les jeunes de moins de 25 ans, ils entrent gratuitement au Festival du Livre de Paris? Oui, on a donc une politique tarifaire qui, pour un événement privé, parce que nous sommes très peu soutenus par le public, hein, nous avons seulement 8% de subventions. Nous avons donc acté la gratuité pour les moins de 25 ans. C'est vraiment un engagement politique de notre part et du syndicat national de l'édition, hein, qui soutient la manifestation. Et ensuite, on sera à 6 € en pré-vente et 10 € sur place en 2026. Voilà, donc ça reste une politique tarifaire quand même extrêmement accessible et démocratique. Merci. Et Nancy, c'est gratuit, tu l'as dit, je crois, Sarah. Merci, Pierre-Yves. Natacha, le Salon du Livre de Genève. Oui, alors nous, on se nomme encore Salon, et pour autant, comme Pierre-Yves, je te rejoins, on a un volet aussi festival de par le côté événementiel qu'on souhaite apporter au salon. On fait pas mal aussi on interroge beaucoup nos publics, nos exposants pour savoir ce qu'ils viennent chercher. Et, je vais utiliser un mot qui est un peu galvaudé, mais ils viennent chercher une expérience. Et le côté festival amène ça. Donc c'est vrai que le salon, historiquement, c'était des stands, et aujourd'hui, on a différentes scènes. On a 11 scènes dans le salon, donc on a aussi une programmation, même si on est un salon, avec quelques 300 rencontres sur 5 jours. La particularité du Salon du Livre, alors on est tous ancrés dans nos territoires, dans nos écosystèmes, et la particularité peut-être du Salon du Livre de Genève, qui va fêter sa 40e édition l'année prochaine, c'est d'être très tourné vers l'extérieur depuis sa création. Alors probablement justement parce que on est à Genève et que c'est une ville qui est extrêmement centrale déjà d'un point de vue géographique, et puis très tournée vers l'extérieur de par l'accueil des organisations internationales qui y sont, de par l'ONU qui est présente. Et dans notre programmation, on a près de la moitié des auteurs qui proviennent de la francophonie et qui ne sont pas suisses. Donc on a une programmation qui invite environ la moitié des auteurs suisses et beaucoup d'auteurs français, mais également belges, québécois et africains. Et ces auteurs qui sont pas suisses sont invités par le salon, ils viennent par les éditeurs. Alors, il y a différents modèles, oui, mais une grande partie sont invités par le salon. Tous ceux qui interviennent sur scène sont programmés par le salon. Et les éditeurs, bien sûr, viennent avec leurs auteurs. Mais à ce moment-là, c'est vraiment plutôt sur les stands pour des dédicaces. Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure. Quels sont les moyens pour pouvoir proposer ça, et peut-être les freins à lever également. D'accord. Merci, Natacha. Charles-Olivier, la foire du livre de Bruxelles. Charles-Olivier, ça fait 3 mois, donc il est là. Il en connaît déjà beaucoup sur la foire. C'est un garçon studieux. Il nous a épaté par sa connaissance de la foire. Donc, lance-toi, Charles-Olivier. Parle-nous de la foire du livre. Pourquoi foire du livre de Bruxelles?
Merci Olivier. Alors, la Belgique adore faire la fête et de plusieurs façons. Et donc, nous, on aime dans le terme foire. Après, c'est de la sémantique, hein. On se rejoint un peu sur l'esprit festif et salon. Mais la foire, c'est une manifestation. Voilà, grand public. C'est un marché aussi parce que le livre, c'est un produit culturel. Et il y a dans la foire cet aspect de spectateur-acteur. Donc, on est immergé complètement dans une expérience. Et donc, moi, je suis mes homologues européens pour le côté expérientiel. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens se déplacent et qu'on retrouve quand même des succès d'audience, de trafic dans les différents salons. Nous, on fêtera en 2026 nos 55 ans. Donc, il faut savoir que la foire du livre de Bruxelles, c'est une émanation de la volonté des éditeurs à la base. Et donc on fête nos 55 ans avec des scores records pour Bruxelles de 85 000 visiteurs, 1250 auteurs-autrices et 350 rencontres. Donc c'est à la fois... Sur 4 jours. Sur 4 jours, oui. Et depuis 10 ans, nous défendons corps et âme la gratuité. On est passé vraiment sur ce format pour la mission qu'on partage avec vous ici à Montréal, avec Paris qui a fait des aménagements et surtout Nancy avec qui on a aligné à 100% cette gratuité-là pour donner l'accès vraiment à tous les publics, tous et toutes. On a un volet sociétal qu'on a appelé Objectif Lire et qui rejoint la précédente table ronde qu'on a écoutée où sur 7 axes, les réfugiés, les femmes célibataires qui sont en précarité, les seniors, donc on va dans les maisons de repos, on va dans les homes, on essaye d'exporter le livre en dehors de notre événement de la foire, donc à l'année, et on l'importe aussi parce qu'on les invite. On a également un programme pour les prisons, donc un atelier d'écriture et un prix d'écriture qui est remis sur l'événement. La spécificité peut-être de la Foire du Lait Bruxelles, c'est que on a la chance d'avoir Bruxelles comme capitale politique de l'Europe. Et donc le partenaire fort de la foire, c'est la Commission européenne avec le Parlement, avec le Conseil, avec des associations associées, enfin un peu redondant, mais et donc ce qui fait que sur les 10 scènes que nous avons une scène qui est coprogrammée avec l'Europe où on traite des enjeux de l'époque et des enjeux de l'avenir. 2026, du 26 au 29 mars, ce sera Défier le futur. Pour nous, défier le futur, c'est d'abord féministe, c'est ensuite écologique, c'est ensuite politiquement engagé, et tout en défendant aussi l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé votre thématique, le réenchantement de cette année. Mais défier le futur, c'est encore c'est audacieux comme thématique. Oui, c'est audacieux, mais c'est remettre vraiment le livre au centre, à une époque où on a un peu le vertige de tous les côtés, même au-delà de l'Atlantique. C'est un peu les mêmes enjeux qu'on rencontre. On a le vertige avec à la fois des puissances industrielles qui deviennent des États et donc qui nous accaparent complètement au niveau des algorithmes. On a le vertige avec une fracture politique, les extrêmes qui séduisent les personnes qui ont moins accès, je pense. En tout cas, on pense à certains discours, à un certain niveau de culture. On a aussi le vertige parce que on est de plus en plus esselé. On l'a vu pendant la crise Covid, où on s'est retrouvé dans nos bulles, à la fois bulles informationnelles, mais bulles familiales. Et on a eu du bonheur à ressortir et à reconnecter avec le monde. Et donc c'est pour ça que on ne pourra jamais remplacer par quoi que ce soit la rencontre avec les gens qu'on ne connaît pas autour d'une passion commune. Défier le futur, c'est aussi ralentir. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un grand lien avec notre thème. Mais justement, parlons-en de ces idées de thèmes qu'on a. En fait, pas des idées de thèmes, mais en fait, qu'est-ce qu'on essaie d'exprimer? C'est qu'on est, oui, des événements mercantiles au sens où il y a des livres qui se vendent et c'est la chance pour les auteurs et les éditeurs de rencontrer le public. Mais quand on nous écoute, quand moi je m'écoute raconter le Salon du Livre de Montréal, je martèle toujours les mêmes choses, qu'on est là et notre mission, elle est sociétale en grande partie. Moi, je dis souvent que je suis le serviteur général et non pas le directeur général, parce que je suis au service de quelque chose qui me dépasse, qui est le livre, qui est la lecture, qui est le socle de notre culture. Et donc, c'est ce qui me motive. Et quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui vous motive. On a beaucoup de chance d'être motivé par une mission comme celle-ci. Pourtant, on est des événements, des foires, des salons, des festivals, et on a des modèles d'affaires qui sont complexes. On doit répondre à différents publics. Les éditeurs qui, dans 4 événements d'ici, et non le tien, Sarah, qui est très différent,
payent très cher pour être dans nos événements, parfois très, très cher. Certains sont gratuits, certains sont payants. On doit rendre des comptes aux subventionneurs. Donc, j'aimerais vous entendre justement sur vos modèles d'affaires. Comment est-ce que vos événements existent, subsistent et justement ce lien, cet apport à la société et à la culture qu'ils peuvent avoir et ce lien entre les deux, en fait. Donc, peut-être on peut aller avec Pierre-Yves, tiens. Le modèle économique du Festival du Livre de Paris reposait avant mon arrivée essentiellement sur la part exposant, donc les éditeurs qui sont fondateurs de l'événement en 1981 au Grand Palais. L'ambition et en tout cas les axes stratégiques que nous développons actuellement, c'est de réduire cette part des exposants en développant toute la partie recherche de partenariats privés, en travaillant de concert avec des marques qui se sont rapprochées ou ont comme ADN l'intérêt général sur des actions ou des missions à impact de type culturel, éducative, social. Et on essaie de construire avec les marques des partenariats durables, engagés sur notre programmation au service des autrices, des auteurs et de toute la filière. En complément de cette recherche de partenariat, à laquelle nous allons rajouter un volet mécénat à partir de 2026, on travaille avec l'interprofession et donc tous les organismes, les unions professionnelles des différentes corporations, l'État, le Centre national du livre en France, pour traiter en fait des grands enjeux contemporains et inscrire sur la durée un soutien à cette manifestation phare pour la filière et qu'on souhaite voir perdurer à l'heure où beaucoup de manifestations sont parfois lâchées par les subventions publiques et ne trouvent pas à se réinventer. Et dans cette réinvention, la part d'innovation est majeure. C'est-à-dire qu'avec l'équipe, tous les jours, on se demande à quel niveau on peut essayer d'apporter de nouvelles idées, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles marques pour essayer de construire ensemble, d'inventer ensemble le futur du Festival du Livre de Paris, à l'heure du repli sur soi qu'on constate dans toutes nos sociétés. On essaie de créer des passerelles. Et donc c'est vrai que quand tu es venu nous voir il y a 2 ans au Grand Palais, j'ai immédiatement répondu à cette sollicitation d'essayer de réfléchir ensemble, comment se réinventer ensemble et pas chacun dans son couloir de nage. Et je pense qu'on y viendra peut-être tout à l'heure. Il y a pour rentrer un peu plus dans la technique, je veux dire, il y a des solutions, sans doute, pour rendre ces manifestations qui sont essentielles pour la création du lien ensemble et du vivre ensemble pérenne. Ben, exactement, parce que Pierre fait référence à il y a 2 ans quand je suis allé quand le Québec était à l'honneur au Festival du Livre de Paris et encore grâce à une subvention du ministère de la Culture, je les remercie parce que ça nous permet justement de nous rencontrer, ces subventions qu'on reçoit, et j'ai proposé de créer une table de discussion entre les différents événements du livre francophone, ou en tout cas ébaucher des liens pour qu'on puisse voir comment ensemble on peut s'unir, mais aussi échanger des bonnes pratiques. Puis donc leur venue ici est un peu la suite de ça, et on espère qu'il y aura une suite. Mais donc Natacha, toi de ton côté. Alors de notre côté, on a un modèle d'affaires qui repose également en partie sur les exposants et puis en partie sur des soutiens publics et privés. On a introduit la gratuité en 2023, donc ça a été une perte de revenus, si on peut dire, de ce côté-là, mais c'était vraiment un choix aussi pour aller dans cette mission que tu as évoquée, qu'on a tous, qui est l'accès aux livres, l'accès à la lecture. Et pour faciliter cet accès, c'était vraiment un choix stratégique et de lever ce frein à l'accès aux livres.
Donc la chance qu'on a peut-être, ou en tout cas la particularité qu'on a, c'est que le Salon du Livre de Genève appartient à Palexpo, qui est le centre de congrès, qui lui a également une mission publique, en fait, qui est d'apporter des événements et de faire vivre la région, donc sans forcément avoir besoin d'être bénéficiaire. Alors on doit couvrir nos coûts, tout comme le centre de congrès, mais on n'a pas de nécessité de résultats au-delà de la couverture de nos coûts. Et puis, donc on a une partie assez importante de notre budget qui est couvert par des soutiens, justement pour remplir cette mission qui est de l'accès aux livres, de l'accès à la lecture, de la découverte, de faire rayonner la francophonie. Donc on fait des demandes de soutien, alors d'ordre public et également d'ordre privé. Alors c'est toujours un peu une épée de Damoclès quand même derrière nous. C'est des soutiens qu'on doit renouveler. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, ces soutiens ont plutôt tendance à se réduire. Donc c'est une partie importante de nos ressources et de notre temps qui est dédié à la recherche de financement. Et c'est aussi peut-être là qu'on a quelque chose à faire, ou en tout cas un message commun à porter. Voilà, c'est de dire à quel point ces soutiens sont primordiaux et nécessaires pour la survie de ces événements si importants. Je pensais que tu allais dire un message commun pour dire on en a marre de devoir justifier notre existence. Mais parce que c'est vrai, on fait nos événements, on met de l'énergie, les événements ont lieu, c'est extraordinaire, tout le monde est content, puis après, il faut raconter à quel point ça a été extraordinaire pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir recevoir quelques sous, en tout cas. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. Mais on est très, très, très reconnaissant de l'aide qu'on reçoit. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé à devoir justifier des choses qui sont évidentes et plutôt que de créer des liens comme on le fait en ce moment, puis peut-être justement servir encore mieux la mission qui nous anime. Charles-Olivier, avant, puis on va finir avec toi, Sarah, parce que délibérément, je veux ton modèle est très différent, donc le modèle d'affaires de la foire, puis le lien, tu en as parlé un peu tout à l'heure, là, donc tu peux compléter le lien avec justement cette mission. Oui, c'est à peu près la même chose. Donc un modèle économique qui est essentiellement basé sur la location des stands, donc il dépend des éditeurs et des grands groupes de distribution. Et c'est la même quête, c'est le même combat à côté pour les pouvoirs publics, les sponsors et les partenaires privés. Et donc il y a énormément de dynamiques qui se rejoignent avec Paris et Genève. On a évidemment la dimension européenne qui nous permet d'aller plus loin, et donc des pays en dehors comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme l'Ukraine, qui est pas encore totalement, mais on invite des auteurs ukrainiens, et donc on est encore dans cette dimension très sociale engagée, et où du coup on arrive à débloquer des fonds par rapport à certains projets comme cela. La foire du livre, depuis le départ, se veut internationale, et donc on a mis à l'honneur quand même le Québec aussi pour aussi mettre l'accent là-dessus à plusieurs reprises. Je pense en 2015 et en 2017, on a mis à l'honneur la Suisse. On a sur les stands des représentations à la fois suisses, à la fois françaises. Les régions Hauts-de-France ont été mis à l'honneur certaines années. Et donc, ça permet déjà de se parler et de trouver ensemble des moyens d'amortir les coûts. Mes collègues n'en ont pas encore parlé, mais il y a aussi la possibilité sur tout ce qui est déplacement d'auteurs et autrices. Il faut savoir que quand un salon s'engage, il prend en charge. Sauf quand il y a l'éditeur qui a une promotion à cet effet-là. Et donc, la possibilité de se parler, en fait, et de mutualiser sur ces déplacements-là fait en sorte qu'on trouve des initiatives assez originales pour réduire les coûts. Donc, recherche de partenariat et en même temps réduction des coûts, c'est un peu le combat commun qu'on mène tous et toutes. Merci Charles-Olivier. Donc, s'il y en a qui veulent aller en Belgique, qui sont créateurs, bon, vous pouvez parler à Charles-Olivier. Il a peut-être des pistes. Sarah, pour Nancy et pour ton modèle qui est très particulier, donc je l'ai dit tantôt, aucun éditeur ne paye pour louer un stand ou un kiosque, là.
Voilà, il y a gratuité pour tout le monde, pour le public, pour les éditeurs et pour les libraires, parce que là aussi c'est une particularité de ne pas demander un pourcentage du chiffre d'affaires des libraires. Donc, d'où vient l'argent? De 3 choses, et puis après je vous prendrai 2-3 minutes pour vous expliquer comment on bricole aussi. Donc, on est un salon de la collectivité, donc une part bien évidemment est prise en charge par la ville de Nancy. Ça veut dire les salaires de l'équipe du livre sur la place, entre autres choses. Et puis tous les services de la ville contribuent au salon, à l'approche du salon, les services techniques, la communication, etc. Donc c'est des coûts qui sont pas comptés en réalité. Même si on compte quand même, et je vais pas rentrer dans les détails, c'est particulier quand même un salon de collectivité avec des budgets votés, etc., etc. Ça veut dire que c'est dur aussi à faire évoluer dans le temps, à faire augmenter le budget. Donc vouloir faire bouger le salon, c'est pas évident non plus. Donc ça c'est la grosse part. Et puis on a donc des aides, des financements publics. Donc tu les as cités, Centre national du livre, région, Grand Est, DRAC, etc. Mais tout ça se réduit chaque année peau de chagrin. Voilà, parce que le maître mot de nos salons c'est résistance, je crois maintenant et à l'avenir. Et même pour les gros salons comme les nôtres. Nous on est un peu ce qu'on appelle le phare. Notamment dans le Grand Est, on est un gros salon, mais je suis tout de même inquiète de l'avenir. Et puis la troisième part, c'est les mécènes privés, qui sont, en gros, je suis à l'équilibre, autant d'argent de mécènes privés que d'aides publiques. On n'est pas sur grand-chose, on est sur... je pense qu'on est sur 30% ou 35% qui émanent des publics et mécènes confondus. Donc c'est pas beaucoup. Et je pèse moins d'1 million d'euros. Salaire de mon équipe comprise, ce qui n'est pas beaucoup pour un salon qui accueille 550 auteurs. Vous imaginez, et les coûts de chapiteaux, de location de chapiteaux, sécurité, parce qu'on est soumis à une sécurité importante. Bref, tout ça c'est impressionnant. Ouais. Moins d'1 million d'euros, 3 jours d'événements, 130 000 visiteurs. Alors, il y a tout ce qu'on compte pas. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps. Alors, il faut savoir que je suis programmatrice en plus, donc je fais la programmation du salon. C'est épuisant, mais c'est une force. Ça veut dire que alors, ça fait un peu omnipotent, mais je maîtrise la totalité. On est général. C'est pour ça qu'il y a général généralement dans nos titres. Mais ça fait une programmation qui est peut-être cohérente avec mes idées, etc. Même si, peut-être qu'à l'avenir, j'aimerais bien avoir un binôme comme je vous vois vous entendre si bien et ça me fait rêver. Mais ça veut dire aussi qu'on bricole beaucoup. Ça veut dire qu'on négocie chaque chose. On va jusqu'à négocier des micros. Enfin, vous imaginez. Ça veut dire qu'avec des mécènes, on essaye de négocier la gratuité d'un lieu, etc. Donc, je ne fais que ça. Et c'est terrible. Donc, comme je pense qu'on est tous pareils. Et puis, parmi les mauvaises nouvelles, c'est que là, moi, j'ai appris il y a 1 semaine et demie à peu près que je perdais mon plus gros mécène. Peut-être qu'on peut parler de ce qui est important, puisqu'on parle d'avenir. C'est un mécène historique du festival. On n'imaginait pas qu'il partirait. Je me disais, un tel partira un jour, etc. Et lui, non. Et j'ai l'impression qu'avec ce qu'on entend, il n'y a plus d'argent, on donne un peu moins à la culture, ça libère certains mécènes qui peut-être déculpabilisent de partir. C'est un peu ça, moi, ce que je sens, la tendance. Donc ça m'inquiète. Mais plus je suis inquiète, plus je suis motivée. Donc c'est plutôt bien, parce qu'on sait pourquoi on est là aussi, tous. Et juste pour le bénéfice des auditeurs et auditrices ici, donc mécène n'est pas une personne là, qui a les grandes poches, là, c'est plus c'est une entreprise privée. Est-ce que nous, on va appeler un commanditaire ici? Ouais. Oui. Partenaire et mécène, ça veut dire banque, assurance, petite entreprise de chez nous, restaurateur, etc. On est constructeur immobilier, on est sur des mécènes. Alors on les choisit très bien, c'est-à-dire qu'il y a des mécènes que j'ai refusés, voilà, pour des raisons idéologique, tout simplement, et on peut pas défendre le livre pour tous, on peut pas défendre un engagement, parce que moi j'assume totalement l'engagement dans lequel je suis, le combat contre tout obscurantisme, etc., et puis accepter n'importe qui. Donc voilà, des fois je me couche ce soir en me disant merde, j'ai dit non.
mais j'en sors plus grandie et ce qui fera certainement la force de nos salons. Après, moi j'aime beaucoup quand tu dis l'idée c'est aussi de créer des liens. Moi je suis très ravie, enfin je suis ravie que tu nous aies invités, ça nous fait nous rencontrer. Je crois aussi, alors non pas à la mutualisation, mais je crois aussi aux rencontres, aux liens, aux idées qu'on fait. Je pense aussi que plus on est nombreux, plus on est fort. Voilà. Je suis toujours très bavarde. Donc non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que oui, Charles-Olivier, puis en même temps, juste savoir si vous êtes inquiet. Sarah dit, je suis quand même inquiète. Oui. Moi, je voulais rebondir à ce qu'elle a dit parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, on a la chance d'avoir accès quand même à l'envers du décor. Et on parle de financement, on parle d'argent. Et il y a de l'argent. Il y a plein de gens qui en ont. Et c'est vrai que des personnes comme Sarah, elles sont admirables parce qu'elles tiennent lorsqu'il y a des propositions. Il faut savoir que la concentration qu'on retrouve dans les médias par certains milliardaires, elle existe aussi dans le milieu de l'édition et il y a des grands groupes qui ont été rachetés récemment et donc on veut faire de la culture, on veut défendre le beau, l'imaginaire. Derrière le nerf de la guerre, ça reste quand même les financements et il y a des pressions tous les jours à Paris également, à Genève et en fait c'est des décisions au quotidien de chercher pas juste de l'argent, mais de l'argent propre, de l'argent pour l'avenir et pour à un moment donné savoir ce qu'on défend et quel prix on est prêt à payer pour défendre cet avenir en commun. Il y en a d'autres. Natacha, Pierry, voulez-vous rebondir Oui, inquiète forcément un peu. Alors nous aussi, on a perdu un grand soutien en 2024 qui était un soutien de la Confédération, donc de l'argent public qui provenait du département des Affaires étrangères et qui soutenait le Salon africain, qui était un salon qui avait 20 ans et qui pendant 20 ans faisait partie du Salon du Livre, qui faisait partie de notre ADN et on s'y attendait pas non plus. Donc forcément inquiet et puis en même temps on a la chance aussi d'être dans un relativement petit pays, donc on est relativement proche aussi des institutions, on les connaît, on est proche, ce qui ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer, mais en tout cas on est en dialogue et on se sent écouter, en tout cas aujourd'hui. Après, bien sûr, ça dépendra des prochaines élections, mais on a l'impression qu'en tout cas, notre mission est aussi une mission, évidemment, des pouvoirs publics et qui compte. C'est une mission qui compte pour le canton. Et on est aujourd'hui écouté. On a l'impression en tout cas, qu'on bataille dans le même sens avec les pouvoirs publics. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas toujours se battre et aller chercher d'autres financements pour remplacer des financements privés, de mécènes. Et puis, on espère que les choses ne vont pas trop changer. Pierre-Yves ? Oui, c'est l'incertitude le mot, en fait. C'était à la fin de chaque édition, on se pose la question tous de savoir comment on va produire la prochaine édition. Il n'y a aucune certitude, ni sur les moyens dont nous disposons, ni sur la qualité de la programmation artistique littéraire qu'on va pouvoir proposer, ni le temps que ça va prendre. Et donc on est toujours dans une gestion de risque avec les équipes. Et on ne peut pas en avoir conscience de l'extérieur, en fait. Donc c'est là où, pour moi, l'engagement, et on le voit bien au travers de nos discussions depuis 2 jours, sans engagement au cœur de la culture, on ne tiendrait pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, de la part des dirigeants générales et de toutes les équipes, c'est vraiment je dirais un prérequis. Après, on voit bien qu'on a chacun des modèles, mais on est tous fragiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même modèle économique. Certains sont soutenus par des subventions publiques, parfois des collectivités locales. D'autres sont adossés à des structures commerciales, événementielles. Moi, je suis soutenu par une filière, donc le syndicat national de l'édition, mais le marché évolue, tu le rappelais, le marché littéraire du bien culturel livre évolue chaque année avec des hausses, des baisses, et selon le moment où tombe l'événement, on n'a pas du tout la même puissance de feu auprès de nos interlocuteurs. Et donc il faut gérer cette tension ambiante du marché, puisqu'on l'éponge. Il faut garder le cap et innover.
innover, ça prend de l'espace, du temps et des sous. Et on nous demande d'innover, parce que si on reste un peu statique une année, on se le fait dire. Parce que, disons-le, les événements qu'on dirige sont des événements phares. Le mot a été employé, hein, Sarah, phare. Moi, je dis souvent à mon équipe, on est une tour au milieu du village. Tout le monde la voit. Et dépendamment d'où on se place, on a une perspective différente. Mais la plupart du temps, cette tour-là, elle dérange. Donc, parfois, elle est adulée, mais la plupart du temps, elle dérange parce qu'elle prend de la place. Donc, on est objet de critique de nos exposants, des lecteurs, de tout le monde, mais on est aussi là à leur service. Donc, il y a une espèce de paradoxe. C'est pas facile. C'est rare qu'on a la chance de parler de ça, hein, dans les événements. Je suis content qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. Tu voulais rebondir, Sarah? Oui, mais juste un mot. C'est pour ça que je dis la force et la fragilité. C'est plein de paradoxes, hein, les festivals qu'on gère. Donc je suis inquiète pour l'avenir, mais à chaque fois que je perds un peu d'argent, c'est absorbé par la ville, vous imaginez. Donc c'est un système particulier. Mais là, on est en période d'élection. Si demain, la ville change de côté, il est tout à fait dans le pouvoir du maire de dire j'arrête, ou tu vas t'occuper d'un autre festival, etc. Alors je dis ça, mais la force d'être dans une petite ville, je ne sais pas pour vous, c'est que 100 000 personnes, un salon qui vient de fêter sa 47e édition, c'est un festival qui appartient à chaque habitant, et depuis enfant. Et j'ai bien le sentiment que jamais personne, je mise là-dessus, n'osera arrêter notre festival. Voilà, parce que ça devient presque, vous voyez, ça serait pas bien vu de droite comme de gauche. Et ça, c'est un pouvoir énorme d'être porté par une ville. Et le mauvais côté, c'est que chacun a son mot à dire, on ne fait jamais assez bien, etc. En même temps, il faut jouer le jeu et il faut se dire que plus on est porté par les citoyens, même s'ils critiquent quand ils ont envie de critiquer, c'est leur salon. Et moi, je prends ça comme une force et comme une façon de résister aussi. Voilà, c'est vrai que c'est aussi de prendre ces critiques, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Je dis souvent ça. Parfois, on fait preuve d'empathie à mon égard. Je dis non, c'est ma job, on me dit ici, de recevoir des critiques. Mais effectivement, et être porté par sa ville, c'est fondamental. Mes collègues de l'Association québécoise des salons du livre, ici, au Québec, donc, ont aussi ce rôle dans leur communauté qui est essentiel d'être parfois le plus grand événement culturel de leur communauté, de leur région, de leur ville. Et ce soutien-là municipal, communautaire, il est crucial. Il est vraiment important. Ça commence par la communauté, puis ensuite on va vers l'extérieur. Et même une ville comme Paris, je crois que ce lien communautaire, il est important. En fait, c'est pas là que je veux aller, mais si tu veux, je serais curieux quand même de t'entendre parce que je veux vous poser d'autres questions. Mais toi, le lien communautaire, le lien avec la ville, qu'en est-il à Paris? Alors, on est soutenu par la ville de Paris, pas du tout à la hauteur de nos attentes, mais on travaille de concert avec les services, notamment avec les bibliothèques, où on crée une programmation avec les bibliothèques pour que des auteurs produits par le festival se déplacent, bien sûr à l'échelle de Paris, et nous sommes soutenus par la région, où on travaille avec eux à l'échelle de l'Île-de-France, et où on organise un prix des lycéens qui est remis pendant le festival, à peu près pour 1000 jeunes qui ont été retenus sur l'ensemble des scolaires. Et donc voilà, pour le lien territorial, je dirais, c'est à peu près les actions que nous menons et les supports que nous avons. Et vous êtes revenu au centre de Paris avec le Grand Palais quand même. C'est un geste fort de revenir au cœur de la capitale. Oui, alors effectivement, le Salon du Livre de Paris était né en 1981 au Grand Palais. Il a basculé en 1994 au parc des expositions Porte de Versailles, donc dans un lieu beaucoup plus proche d'une exploitation commerciale de salon, hein, puisque je crois qu'il suivait celui de l'agriculture. Et la filière a soutenu ce projet qui correspondait quand même de moins en moins à la défense de la filière de l'édition, etc. Et la pandémie est arrivée.
Et le syndicat national de l'édition s'est posé la question de comment poursuivre. Ils ont décidé de créer une filiale pour pouvoir gouverner l'avenir du festival. Et donc, il y a eu 3 premières années au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, qui a été mené par mon prédécesseur. Et moi, j'ai été recruté pour la bascule au Grand Palais et son futur développement. Voilà, donc ça a un coût, puisque on n'a pas de fonction support prêtée par nos partenaires publics, on n'a pas... on a une tarification spéciale, mais nous sommes dans une logique de location d'espace au Grand Palais. Et donc, il faut amortir ces coûts. Et donc, toute l'année, on travaille à comment à la fois développer des stratégies de recettes, comment tuer nos coûts, donc en négociant aussi avec des partenaires fournisseurs. Et donc, il y a toute une stratégie de développement partenarial qui a été conçue pour ça. Des groupes de prestataires techniques se sont engagés avec nous sur plusieurs années pour pouvoir lisser notre budget et tenir notre équilibre budgétaire, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être à l'équilibre chaque année. Je voulais rajouter une petite chose, peut-être que tout le monde n'a pas en tête quand on ne produit pas un événement, c'est que nous avons plusieurs populations à satisfaire. Nous avons bien sûr nos soutiens à satisfaire, nous avons la population des éditeurs qui ont des objectifs particuliers, nous avons la population des autrices, des auteurs, sans qui rien n'existerait, et qui ont d'autres attentes. Nous avons la population des visiteurs, des festivaliers, qui eux attendent encore autre chose, une belle expérience, une programmation riche. Et nous avons bien sûr les partenaires qu'il faut soigner, avec qui nous développons des activations particulières et qui donc doivent s'y retrouver en termes d'image et d'investissement. Et donc ces 4 populations sont à traiter tout au long de l'année avec l'incertitude et la fragilité dont nous avons parlé. Et donc nous portons cette incertitude en essayant de développer, tous autant qu'on est, le meilleur des événements possibles pour la filière. Le temps file et donc Charles-Olivier et Natacha, je vous poserai pas de questions sur vos vies, bien que j'aimerais beaucoup le faire parce que j'aimerais qu'on aborde. Puis merci d'avoir précisé ça parce que c'est exactement cette pluralité de public à qui on s'adresse ou de parties prenantes comme on dit ici. J'aimerais vous amener sur peut-être un méta-rôle qu'on peut. Enfin, une question finalement que je me pose, c'est est-ce que justement ensemble on est capable de développer quelque chose qui va encore augmenter l'impact qu'on peut avoir, parce que toute cette discussion logistique qui est là, j'espère qu'on vous embête pas avec ces questions de tapis puis de financement, mais c'est ça qui nous permet de nous retrouver et de nous réunir, qui permet aux auteurs et aux créateurs d'être là, qui permet aux éditeurs de faire valoir leur ligne éditoriale, leurs projets. Donc, tout ça permet cette rencontre, cette réunion et cette fête, qu'elle soit à Bruxelles, à Genève, à Paris, à Nancy, à Montréal, et toutes les autres manifestations littéraires. Moi, j'aimerais voir comment on peut allier cette recherche de financement, la continuité de nos événements, mais aussi jouer un rôle dans la circulation, je le disais d'entrée de jeu, des idées, des littératures francophones. Natacha, tu as évoqué le fait que vous aviez un salon africain et que parce que vous avez perdu du financement, il n'existe plus, mais c'est terrible quand on pense à l'importance que ça peut avoir pour la littérature francophone africaine d'avoir un lieu d'expression, d'échange, de rencontres. Et comment on peut ensemble, francophones que nous sommes, développer des liens qui vont faire en sorte que circulent des éditeurs qui peuvent pas se payer des stands qui coûtent très cher parce que ça coûte, voilà, très, très cher. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut collectivement en appeler à des instances plus grandes? Charles-Olivier, tu dis il y a de l'argent. Je sais qu'on pourrait faire une autre heure là-dessus, mais j'aimerais vous entendre. Natacha, tu allais commencer. Peut-être oui, juste répondre sur le salon africain. Alors évidemment, perdre un soutien, c'est toujours un drame. En même temps, visibiliser ces éditeurs, ces littératures est un réel choix. C'est un choix qu'on a fait, c'est un choix stratégique et on essaye de se donner les moyens de le faire. Donc c'est pas parce qu'on a justement perdu ce soutien qu'on a décidé
d'abandonner, si on peut dire, la cause et d'abandonner les littératures africaines. Elles sont, on essaye de leur faire une place, on leur fait une place. Alors on a été chercher d'autres soutiens pour pouvoir effectivement, tu le disais, faire venir ces éditeurs. On a des éditeurs qui viennent du continent africain. Évidemment qu'ils ne peuvent pas se payer un stand, que c'est extrêmement compliqué pour eux de couvrir leurs coûts. Donc on cherche d'autres soutiens pour pouvoir les intégrer au salon, parce que ça fait partie d'une stratégie, mais c'est une stratégie au long cours, au long terme. On sait que on le considère comme un plus aussi pour notre salon. C'est un plus aussi pour le public qui, tu parlais on parlait des différentes parties prenantes. Le public qui vient au Salon du Livre de Genève attend cela, il vient pour découvrir et ça remplit en même temps cette mission. Ça contribue à l'expérience. Ça contribue à l'expérience et ça contribue aussi à notre mission, de nous adresser à tous les publics. Ça nous permet aussi de diversifier nos publics. Donc on s'y retrouve, mais ça demande effectivement des efforts et si on peut trouver des solutions collectives pour aller chercher ces moyens, pour discuter sur comment favoriser la circulation de ces œuvres et comment réfléchir aussi à des enjeux communs. On a des enjeux communs, je veux juste peut-être finir avec ça. Effectivement, on peut échanger à différents niveaux. Il y avait ce matin, par exemple, une table ronde sur l'IA. C'est un enjeu qu'on traite aussi chez nous et il est toujours intéressant d'échanger sur les bonnes pratiques et de voir comment on peut y contribuer ensemble. Merci Natacha. Charles-Olivier. Oui, merci. Ce qu'on note déjà depuis qu'on parle, ça fait bien une heure qu'on parle, et c'était pas une mince affaire, c'est pas une évidence non plus, parce qu'on a des réalités aussi différentes, c'est qu'on est aligné au niveau des valeurs. Et donc ça, c'est déjà une promesse pour cet avenir-là, et que le monde du livre, il bouge au niveau financier, mais il bouge aussi au niveau éditorial. Il y a des genres qui apparaissent et qui s'imposent, donc la littérature de l'imaginaire, fantasy, fantastique, SF, surtout la littérature de romance, donc tout ce qu'on appelle le young adult, la new romance, c'est des nouveaux publics qui sont à la fois consommateurs et prescripteurs. Et donc ça crée des tendances sur les réseaux sociaux. Et je pense que quand on regarde un peu les différents modèles de communication, on est tous et toutes attentifs à ces élans-là. Un autre axe, c'est peut-être aussi la puissance de feu dont Pierre-Yves parlait tout à l'heure, ensemble, parce qu'on en parlait en début d'après-midi, voir les salons européens avec le Salon du Livre de Montréal fédérer, discuter, augmente cette puissance de feu auprès des potentiels partenaires. Il y a également d'autres salons que nous avons eu le plaisir de rencontrer durant ce séjour. Donc il y en a à peu près 9, si je ne me trompe pas, au Québec, salons francophones. Il y en a plus que 9, mais il y en a 9 dans l'association québécoise des salons du livre. D'accord, ouais. C'est ça. Et en fait, cette mise en relation-là, ce partage des compétences et la dynamique d'aller ensemble. Après, on réinventera pas la roue, on fera pas le miracle, mais au moins déjà, ça crée une promesse et ça met en place des dynamiques qui nous crédibilisent à un niveau qui dépasse nos réalités territoriales qu'on a évoquées en début. Pierre-Yves, Sarah, voulez-vous avoir le mot de la fin? On approche de la fin, donc. Rapidement, mais j'adhère à tout ce qui s'est dit. Il y a deux choses qui moi m'intéressent, c'est qu'on fait déjà quelques petites collaborations entre festivals, mais c'est encore une fois du bricolage. Moi, j'ai un festival une semaine avant qui est le festival à Morges en Suisse. Et puis il y a un festival après, et puis il y a America, qui est le festival des littératures américaines à Paris, qui se fait aussi 10 jours après. Donc de temps en temps, on se partage les frais d'un auteur qu'on fait venir ensemble. Mais c'est rien. Donc moi, ce que je pense aussi, c'est on se connaît, mais on se connaît de loin. Je crois aussi qu'il y a un historique où les festivals se sont pas trop parlé, pas plus que ça. Donc il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de. Moi, c'est la première fois que je suis en compagnie de cette façon-là d'autres directeurs de festivals. On s'est toujours un peu vus peut-être comme concurrents. Alors là, bon, je dis ça, mais nous sommes tous un peu jeunes. À part toi, Natacha, tu es un peu là depuis plus longtemps, mais c'est un regard que je pose. Donc c'est déjà quelque chose où nous, on doit se poser la question on n'est pas concurrents. On fait le même travail sur d'autres territoires. Et ça contribuera à ce qui me paraît le plus important. C'est la façon dont on parle de nos festivals. Parce que moi, je me rends compte encore que ceux qui ne viennent pas, parce qu'ils sont nombreux, c'est parce qu'on a 100 000 ou 80 000 visiteurs, qu'il y a du monde, parce qu'il y a plein de monde qui ne vient pas.
Et pour beaucoup, on est encore le petit salon. C'est peut-être là où les mots qu'on utilise sont importants. Le petit salon des dédicaces avec l'image de la personne qui lit son livre au coin du feu. C'est ça quand même aussi pour beaucoup. Et c'est peut-être aussi ça pour les mécènes qu'on n'a pas encore réussi à faire venir. Et c'est la façon dont on parle de nos salons. C'est montrer que ce ne sont pas des petits salons, que le livre est au centre, mais pas que. Il n'y a pas de petit salon. Mais voilà, non, mais et même les petits salons. Enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout. Mais le livre seul c'est pas le seul enjeu de nos festivals. Et c'est peut-être la façon dont on parle, et c'est peut-être là où on peut se réunir et réfléchir ensemble sur la meilleure communication à avoir. Enfin voilà, c'est un début de réflexion. En tout cas, moi, c'est la réflexion que je commence à avoir. Finalement, c'est ouais. ça, la assumer notre rôle, assumer notre posture, et puis la force qu'on peut avoir dans nos communautés, justement. Pierre-Yves, vraiment, c'est toi le mot de la fin. C'est toi qui as le mot de la fin. Alors, si j'ai le mot de la fin, je tiens à te remercier de nouveau pour cette initiative, parce que d'abord, elle s'inscrit dans, je pense, ce qu'on avait tous à cœur de faire. Sans doute, pour certains, on avait déjà lancé des initiatives avec d'autres festivals. Sarah, tu viens d'en parler, toi aussi, Charles-Olivier aussi. On est tous, je crois, avec l'esprit ouvert pour inventer de nouvelles choses ensemble. Donc, ne nous interdisons pas d'imaginer une nouvelle ère pour les manifestations littéraires. Et le terrain de la francophonie est un formidable terrain de jeu qui fait sens. Et je crois qu'en rattachant nos missions quotidiennes à une ambition qui dépasse nos territoires, on pourra sans doute innover à plusieurs niveaux, chacun à notre échelle, mais aussi en essayant de réfléchir avec nos partenaires publics et privés comment augmenter en fait nos actions et notre mission et donc notre impact à l'avenir. S'il y avait un ministère mondial de la culture, on pourrait... voilà. Mais oui, on va prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des responsables du Salon du Livre de Montréal qui peuvent nous dire si on a 5 minutes de plus. Oui, Marie-Laure, combien de temps on a? 5 minutes. Merci, Marie-Laure. Donc, avez-vous des questions? Oui, Eunice. C'est Eunice, hein? Oui. Le micro arrive. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup, c'est tellement riche de vous écouter. Eunice Boué, directrice générale ou serviteur général du Salon du Livre de Toronto. Un salon 100% francophone, un peu de pub. Hein. Donc, alors, je veux rêver avec vous et je pense que quand j'ai vu ce titre-là dans la programmation, je me suis dit, est-ce qu'on aurait un jour un sommet francophone des salons? Ah, je vois des têtes qui alors ça me donne envie de pousser l'imaginaire un peu plus loin là, mais surtout ce serait intéressant parce qu'on parle de transmission, on parle d'échange, on parle de partage. Tu sais, ce serait ici à Montréal, on a le salon pro. Mais ce serait un peu comme le salon pro des pros en grand. Ce serait vraiment cette plateforme de rencontre entre tous les différents pros. Le monde de la francophonie très très répandu, mais je sais pas, je rêve avec vous, c'est peut-être une interrogation sous forme d'un rêve ou d'un imaginaire. On va essayer de rêver ensemble. Oui, merci beaucoup. Ce serait la Champions League des salons francophones. Excusez, une suggestion. C'est mon père. Ouais, ben bon. Je peux encore exprimer certaines idées à mon fils. J'ai travaillé antérieurement au Cercle des chefs marieurs du Québec, qui réunissait les présidents des grandes entreprises québécoises dans un objectif, dans ce moment-là, d'instaurer la qualité totale à l'intérieur de leurs entreprises. Et il y avait des compétiteurs. Il y avait, entre autres, les grandes chaînes alimentaires, les présidents des grandes chaînes qui étaient dans ce regroupement. Et je vois ça, salon littéraire francophone, et je me demande comment se fait que l'Office de la francophonie, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, il pourrait générer un regroupement, me semble. La francophonie se cherche parfois un objectif où on a essayé pendant quelques années de regrouper
des compagnies, des différents présidents pour des milieux francophones, je sais pas moi, les éditeurs pas les éditeurs, mais les fabricants de bateaux, mettons, francophones, bon, réunissez-vous puis faites une flotte. Mais il existe plusieurs associations et regroupements comme ça, internationaux. Il y a un regroupement des éditeurs internationaux, il y a un regroupement des librairies. Il existe plusieurs regroupements, mais c'est vrai que il n'y a pas de regroupement d'événements littéraires francophones. Et moi, j'en connais pas autant que d'autres ici sur l'Office de la francophonie, l'Office international, l'OIF, en fait, l'Office international de la francophonie. Mais à chaque fois que je m'y intéresse, on me dit ils ont pas d'argent. Donc, c'est souvent ça qui sort, je le dis, mais après, peut-être que c'est pas l'angle qu'il faut, avant de parler d'argent, il faut peut-être juste parler de volonté de se réunir. Je sais pas s'il y en a qui veulent réagir à ça. Oui, et d'intérêt politique. Je crois qu'il faut qu'on puisse accorder l'intérêt pour nos manifestations de se regrouper peut-être au sein d'une action, mais il faut convaincre nos politiques de l'intérêt de cette démarche. Je pense que c'est comme ça qu'on la rendra durable. Je pense qu'il nous reste 3 minutes maximum. J'étire la sauce, là. C'est vraiment le général qui parle. Sarah? Non, mais j'étais en train de rêver, vous savez, à un pot commun où les mécènes pouvaient aider, qu'il y ait un pot commun et qu'on se distribuerait tout ça. Mais bon, c'est le doux rêve. Mais bon, c'est un début. Et mais il y a moi, il y a un truc qui me... Le livre sur la place dépend de la culture et de l'événementiel. Et il m'arrive de dire à mon maire, est-ce que le livre sur la place ne pourrait pas dépendre d'autre chose que ça? Parce qu'on n'est pas que un divertissement et on n'est pas que de l'événementiel. Et je continue le même discours. Et quand tu dis, voilà, c'est qu'on devrait être presque d'obligation politique et publique. Et c'est, je pense, à cet endroit-là qu'on doit travailler pour rendre nos festivals... vous savez, quand il y a eu le Covid, on a ouvert les librairies parce qu'on a décrété que c'était des lieux essentiels. C'était le mot qu'on utilisait. Ben, je pense qu'on devrait... la première chose qu'on devrait faire, c'est faire en sorte que nos festivals sont essentiels, donc intouchables, avec une charte qui ferait que il y aurait des obligations politiques et public. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, je suis ravie qu'on soit d'événementiel. C'est pas du tout. Mais on est plus qu'événementiel. On est juste nécessaire. Voilà. Oui. Wow, c'est vraiment... on va la créer, cette coalition. Natacha? Oui, non, je voulais juste abonder dans ton sens. Écoute, tout à fait, je pense qu'on fait partie d'une mission de cohésion sociale et clairement, il faut qu'on le communique ainsi. Moi, je voulais juste rebondir une dernière fois sur le paternel. Donc, vraiment rassurer sur le fait que... Vraiment rassurer, parce que c'est important pour toi, donc c'est important pour nous. Rassurer vraiment sur le fait que la francophonie, donc l'OIF, on est déjà en relation avec eux et depuis de très longues années, il y a des projets qui sont menés. Je pense que mes collègues me démentiront pas, mais c'est vrai que c'est pas que pour Montréal, c'est même en Europe, on a le même discours, donc les fonds diminuent et peut-être sur l'angle à attaquer, c'est les projets. Vraiment, trouver des projets plus forts, des projets qui parlent un peu mieux et qui sont de plus en plus immersifs, parce que c'est un peu ça que les gens, de ça dont les gens ont besoin aujourd'hui, pas juste lire tout seul dans sa chambre, mais connecter avec les autres. Immersif, c'est le mot qui vient après expérience. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, là-dessus, on vient vraiment on avait déjà planté la graine, on vient vraiment de mettre une bonne couche d'eau, là. Un grand merci pour votre élan et vous êtes inspirant. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez traversé l'Atlantique à la nage pour venir nous voir. Et merci de votre écoute, merci tout le monde. Et puis, il y a le cocktail pour ceux qui ont leur billet dans quelques minutes au 7e étage, le grand cocktail des professionnels. Venez boire un coup avec nous et on continue la conversation. Merci infiniment. Merci.